Je suis Yang Sik Im, du studio Censeur. La guerre en Ukraine dure maintenant plus longtemps que celle de Corée. Jusqu'à présent, les pertes humaines continuent de s'accumuler. Mais si, à l'heure actuelle, la guerre en Ukraine devait s'arrêter par un cessez-le-feu, que se passerait-il? Voyons cela tout de suite. Mais avant, il paraît que 70% des spectateurs n'ont pas encore cliqué sur s'abonner. Je pense qu'il est temps de le faire. Merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Comment le cessez-le-feu pourrait-il se dérouler? Ici, nous devons partir du principe que les deux parties ont fait le maximum de concessions. Tout d'abord, la clause la plus susceptible d'apparaître en premier est le gel des territoires actuellement occupés. Les zones occupées par la Russie, Donetsk, Louhansk, Zaporijia, partie de Kherson, resteraient, selon la ligne de front de l'accord. Ensuite, il y a l'établissement d'une zone démilitarisée, c'est-à-dire d'une zone démilitarisée. Une zone tampon, comme en Corée, serait créée, les armées se retireraient en arrière. Il est fort probable que cette zone démilitarisée soit surveillée de près par une mission d'observation des Nations Unies ou par des observateurs de pays neutres, afin de contrôler strictement l'introduction d'armes, les provocations militaires et les mouvements discrets de troupes. Une interdiction pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN pourrait être incluse. Pour la Russie, la principale justification pour avoir déclenché cette guerre était d'empêcher l'expansion de l'OTAN vers l'Est, donc elle ne fera absolument aucune concession sur ce point. L'Ukraine obtiendra des garanties de sécurité collective de pays majeurs comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. En cas de violation du cessez-le-feu et d'invasion par la Russie, ces pays promettent d'intervenir militairement. Une clause clé prévoit le rapatriement des civils enlevés par les forces de guerre. Durant la guerre, des milliers de soldats et des centaines de civils ont été déplacés ou détenus. Pour assurer la crédibilité de l'accord, il faut rapatrier tous sans exception. Il semble que ce soient les conditions qui pourraient être réalisées. Si un armistice était conclu dans la situation actuelle, Zelensky, président ukrainien, risque d'être exclu des pourparlers d'armistice, un accord étant probable entre Russie, États-Unis et Europe. Pour l'instant, l'Ukraine refuse catégoriquement ce genre d'armistice, principalement à cause de la clause qui prévoit de céder des territoires à la Russie. C'est pour cette raison que l'Ukraine s'y oppose fermement. Ils poursuivront l'armistice comme en Corée en 1950-1953 malgré cela. La guerre en Ukraine dure depuis plus de 3 ans et a bouleversé la situation internationale. Cependant, même si la guerre en Ukraine prend fin, il semble peu probable que la tension qui règne actuellement dans le monde entier disparaisse facilement. L'Europe ne renoncera pas à sa réarmement, simplement parce qu'un cessez-le-feu a été instauré en Ukraine. Au contraire, il pourrait y voir une menace accrue. L'Europe et l'Ukraine refusent nos tout cessez-le-feu, liés à des concessions territoriales. Cela montre leur ressenti direct de la menace russe. Par exemple, les 3 pays baltes et la Finlande accélèrent leur réarmement, car ils craignent que la Russie puisse les envahir dans les prochaines années. La Pologne, face à cette menace, va republier un guide de sécurité pour la guerre, une première depuis des décennies. Le 21 juillet, le gouvernement polonais distribuera un livret de 40 articles intitulé « Guide de sécurité ». Ce livret détaille comment obtenir de l'eau potable, agir lors d'un raid aérien ou d'une coupure de courant, et trouver un abri anti-aérien. La Pologne prévoit de distribuer ce livret d'ici septembre, ainsi que des versions traduites en anglais et en ukrainien. Il est également prévu d'imprimer et de distribuer des exemplaires à 14 millions de foyers, à travers tout le pays. Le budget de la défense polonaise atteint 4,7% du produit intérieur brut. Ce chiffre très élevé en temps de paix place la Pologne au 7e rang mondial. À titre de comparaison, la Russie, qui occupe la 5e place mondiale, consacre 7,1%, tandis qu'Israël, en 2e position, atteint 8,8%. Ces deux pays connaissent chacun une situation de guerre réelle, ce qui explique en partie leur pourcentage élevé. La Pologne n'est pas officiellement en guerre, mais ses dépenses de défense élevées témoignent d'un fort sentiment de crise. Même si la guerre en Ukraine s'arrêtait, rien ne changerait. Au contraire, ils pourraient renforcer leur puissance militaire par peur d'être la prochaine cible. La Russie, bien sûr, continuera également à maintenir et à investir dans sa puissance militaire. Actuellement, l'économie russe tourne principalement autour de l'industrie de l'armement. D'après l'Institut de recherche de la Banque de Finlande, 40% de la croissance du produit intérieur brut russe vient de la production liée à la guerre. Si la Russie arrêtait soudainement son industrie de l'armement, son économie en souffrirait encore plus. Malgré le cessez-le-feu, les sanctions internationales restent en place. Donc, il semble que la Russie cherchera à maintenir sa puissance militaire. Mais on peut se demander si elle va simplement laisser ses équipements militaires inutilisés. Je ne pense pas que ce sera le cas non plus. Tout d'abord, la stratégie de guerre moderne de la Russie consiste à exercer un contrôle total sur l'Ukraine. Et tant que cela ne change pas, il y a toujours une forte possibilité que la Russie déclenche à nouveau une guerre contre l'Ukraine à l'avenir. Un affrontement armé entre la Russie et l'Ukraine semble probable dans les prochaines années. Actuellement, l'Azerbaïdjan est très hostile envers la Russie.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont récemment mis fin à leur conflit en ouvrant un corridor de transit nommé route Trump. Et l'Azerbaïdjan a même ouvertement soutenu l'Ukraine. Ils ont aussi adopté une attitude belliqueuse en arrêtant des journalistes de médias pro-russes. Le phénomène de détachement continue d'apparaître dans la région du Caucase, et la Russie ne peut pas simplement l'ignorer. Ainsi, il est possible que la Russie pense qu'il faut donner une leçon à l'Azerbaïdjan. La guerre en Ukraine pourrait finir par un cessez-le-feu, tandis qu'un nouveau conflit pourrait débuter dans le Caucase. Comme l'Azerbaïdjan est allié à la Turquie, il faudra suivre l'évolution. Cette région présente un fort risque de conflit armé, ce qui me semble intéressant. La relation entre la Corée du Nord et la Russie ne sera probablement pas complètement rompue, mais elle pourrait devenir un peu plus distante. Actuellement, la relation entre la Corée du Nord et la Russie est davantage marquée par la tendance de la Russie à chercher à s'appuyer sur la force d'autres pays dans la guerre en Ukraine. La Russie n'a pas signé ce traité avec la Corée du Nord par affection ou pour l'aider. Mais comme la guerre en Ukraine a été suspendue, la relation entre la Corée du Nord et la Russie va probablement se refroidir pendant un certain temps, mais cela ne veut pas dire qu'elle va se rompre. Pour l'instant, la Russie ne fait pas vraiment confiance à la Chine, même s'ils semblent coopérer à cause de leur ennemi commun, les États-Unis, parce qu'il y a, la confiance n'est pas très grande. Dans cette situation, la Russie ressent le besoin de contenir la Chine en Extrême-Orient. De plus, la plupart des ports russes dans cette région gèlent en hiver, donc la Russie a besoin d'un port qui lui permette d'accéder au Pacifique. Ainsi, la seule voie praticable pour la Russie afin d'accéder au Pacifique est d'utiliser les ports de la Corée du Nord. En fait, la Russie a déjà loué le quai numéro 3 du port de Najin en Corée du Nord dans les années 2000. Ainsi, à long terme, la Russie a besoin de la Corée du Nord. Même après la guerre, ils ne l'abandonneront ni l'ignoreront. Ils garderont sans doute leurs relations actuelles, mais privilégieront la diplomatie avec d'autres pays plutôt qu'avec la Corée du Nord. De plus, la Corée du Nord sait très bien qu'une diplomatie dépendant uniquement de la Chine serait risquée pour elle. La Corée du Nord a toujours redouté d'être un jour absorbée par la Chine. C'est pourquoi la Corée du Nord s'est alliée à la Russie. La Russie pourrait empêcher la Chine de les dominer. Surtout, la Russie, contrairement à la Chine, apporte un soutien considérable à la Corée du Nord. Ainsi, même si leurs relations peuvent parfois se refroidir en raison de leur situation respective, la Russie et la Corée du Nord continueront probablement à maintenir leurs relations actuelles. Alors, quelle position la Corée du Sud adoptera-t-elle vis-à-vis de la Russie à l'heure actuelle? Il est probable que de nombreuses entreprises sud-coréennes chercheront à investir de nouveau en Russie. Bien sûr, cela ne sera pas comme avant, mais elles voudront tout de même reconquérir le marché russe. Le problème, c'est que la guerre en Ukraine a renforcé les relations entre la Corée du Nord et la Russie. Pour la Corée du Sud, la priorité sera probablement de briser ces liens renforcés entre la Corée du Nord et la Russie. Actuellement, trop de technologies militaires russes entrent en Corée du Nord, et beaucoup d'équipements militaires y sont également transférés. C'est pourquoi la Corée du Sud aura tendance, dans les prochaines années, à essayer d'empêcher la Russie de soutenir la Corée du Nord. L'armistice implique bien plus qu'un simple cessez-le-feu. Après la guerre, le marché de la reconstruction s'ouvrira. L'Ukraine a actuellement une grande partie de son territoire détruite et doit reconstruire presque toutes ses infrastructures, y compris les routes, les chemins de fer, le réseau électrique et les logements. Ici, les entreprises américaines et européennes du secteur de la construction et de l'énergie participeront à des projets de grande envergure, et il est fort probable que la Chine mette également en avant une version élargie de la nouvelle route de la soie comme justification. La Chine, grâce à ses infrastructures bon marché et ses prêts à long terme, pourrait concurrencer l'Occident pour la reconstruction. Ainsi, la reconstruction se poursuivra en Ukraine pendant plusieurs années, et il semble que le soutien et les investissements de la communauté internationale continueront également. Il est également très probable que la Corée vise non seulement à participer aux projets de reconstruction, mais aussi à s'engager dans des projets à moyen et long terme, tels que la construction d'aciéries, de centrales électriques et de ponts. En fin de compte, le cessez-le-feu ne met pas seulement fin à la guerre, il peut aussi marquer le début d'une nouvelle guerre économique et diplomatique. Après le cessez-le-feu, la politique intérieure ukrainienne sera bouleversée. Le président Zelensky possède le charisme d'un chef de guerre, mais il pourrait faire face à une forte opposition intérieure en Ukraine, pour avoir accepté un cessez-le-feu impliquant l'abandon d'une partie du territoire. Si de tels conflits politiques s'intensifient, la stabilité politique nécessaire à la reconstruction d'après-guerre pourrait également être compromise. Comme il n'a probablement pas été possible d'organiser des élections pendant la guerre, il est possible qu'une élection ait lieu et qu'un autre président devienne le président de l'Ukraine. En revanche, à l'intérieur de la Russie, Vladimir Poutine mettra en avant l'image d'une victoire dans la guerre. Mais à long terme, les sanctions économiques et les pertes humaines pourraient entraîner une accumulation de mécontentement parmi la population. Et vous, que pensez-vous qu'il se passerait si la guerre en Ukraine prenait fin? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée.